Salut à tous, voilà l'épisode 2 de J'irai voler chez vous, enfin. À côté de chez moi. Donc aujourd'hui nous allons rencontrer Taz. Taz qui est déjà un camarade de vol assez régulier, de temps en temps on vole ensemble. Donc aujourd'hui c'est vraiment le cas, on va vraiment aller voler chez lui. Donc on va voler autour de sa maison. Donc Taz est un gars super, un level vraiment important. Et vous allez voir aujourd'hui que y a des gars qui sont pas forcément les plus connus, mais qui sont d'un niveau vraiment important. Donc voilà, donc le but d'aujourd'hui, ça va être de profiter un petit peu de son expérience de qualité de vol pour apprendre à mieux voler en race. Parce que c'est vrai que c'est pas mon fort la race, c'est plutôt le freeride, mais c'est important de savoir aussi voler sur un circuit. Donc aujourd'hui on va s'amuser un peu, normalement avec les 130 aussi, qui sont depuis quelques temps à la mode. Donc le but va être de vous faire découvrir un peu tout ça. Voilà. Pour aller chez lui, c'est vraiment le parcours du combattant. Bon alors Taz, voilà, donc je suis venu chez toi pour voler ensemble. Ouais. Et on a volé ensemble il y a quelques temps chez toi pour faire les premières prises, mais du coup depuis tu as trouvé un sponsor. C'est ça, exactement. Ouais. J'ai trouvé Zigogne qui m'a suivi d'entrée. Bon, et après, tous les autres sponsors qui sont devant. Qui ont suivi, ouais. Voilà, OneCam, Metatou. D'accord. Donc voilà, depuis, il y a bien des choses qui ont avancé, quoi. Mhm. Voilà. Ok, donc voilà, sponsor français en plus, ça c'est top. Ouais, fabricant français de châssis. Bon, en plus, comme tu peux voir, hein, il est super beau, quoi. Ouais, j'aime bien. Avec la canopie en alu comme ça, là, c'est vraiment joli. Ça a une gueule de fou, je trouve, moi, quoi. Par rapport à tout ce qui se fait. Ouais, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est vrai qu'il il change un peu par rapport à ce qui se fait. Voilà, c'est ça. Et ça sort de l'ordinaire. Voilà. Tu as la canopie tout en alu, c'est super bien propre. Ça fait quand tu regardes comme ça, il n'y a rien dessus. Proposer une GoPro ou une Xiaomi, c'est parfait. Ouais, il y a de quoi fixer un support de cam, etc. Dessous, ça fait super propre. Bon, non, mais vraiment quelque chose de pas mal, quoi. Franchement, super content du châssis. Point de vue poids, par rapport au Racebolt que j'avais avant, bon, le Racebolt, déjà très bonne machine de freestyle. Même de race pour un mec qui veut faire un peu de race comme ça pour s'amuser. D'accord. Indestructible, parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs châssis. Les châssis, j'ai eu des Luminier, des QAVR, des QAV 210, je les ai tous cassés. Ouais. Le seul que je ne suis pas arrivé à casser, c'est le Racebolt. Bon, il faut dire qu'il est vraiment costaud quand tu le vois. Le Racebolt est très costaud. Il fait quand même 70 grammes de plus que celui-là. Ah ouais. Et là en poids, on est à combien alors du coup? Là en poids, tu tournes à 300 grammes à peu près, quoi. 300 grammes? À 300 grammes. D'accord. Bon, en ordre de vol avec quoi comme moteur? C'est avec les moteurs que tu as là actuellement? Ouais, voilà, les moteurs IMAX, les 2205 2600 kV. Donc des bons moteurs en plus. Oui, ça pousse très fort. Et là, tu tournes avec quoi dessus comme carte? Là, c'est une Kiss FC, là. D'accord. Kiss FC, là, j'ai les ESC Zigogne 30 ampères. Donc voilà, c'est couplé avec les moteurs IMAX, comme je t'ai dit, une petite Runcam Swift, petite antenne qui va bien. Avec un tramp voilà. pour la course? Le tramp, j'ai pas mis. Ah, c'est pas le tramp, d'accord. Le tramp, il est sur le petit. Ok. Je dois les recevoir là. D'accord. J'attends qu'Alex m'envoie 2-3 trempes. Alex. Et les bras, du coup, quelle épaisseur ils vont faire sur la version finale? Parce que du coup... en fait, sur la version finale, comme tu peux voir, là, tu n'as pas les... je sais pas si vous voyez, ou je montre là. On va faire un gros plan. Voilà. Je sais pas, là, tu as l'encoche pour les ESC. D'accord. En fait, sur les nouveaux bras, ça, on le lève, on fait des bras vraiment droits fins. Ils seront unifiés au niveau de la taille. Ça ne fera pas tout à fait 1 cm. D'accord. Sur l'épaisseur, c'est encore du 4. Et bon, là, moi, j'ai mis les protections moteurs parce que ça, c'est le prototype, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas encore les extensions en pointe en bout. Il n'y a pas les pointes en bout. Ça évite que quand tu frappes. Voilà, pour l'entraînement actuellement. De prendre le voilà. moteur. Mais sur la version finale, donc il y aura une pointe pour protéger les moteurs. Exactement. Et les hélices feront le reste. Donc voilà, il n'y a plus l'utilité d'avoir ça derrière. Après, les protections comme ça, il n'y a plus l'utilité, quoi. Donc là, on est vraiment sur la nouvelle génération de drones donc de course avec les bras très fins. Certains ont opté carrément pour si ça casse, c'est pas grave. De toute manière, si ça casse, ça veut dire que tu es out. Donc de toute manière, voilà. Ça, nous, comme on voit la chose, bon, si en course tu tapes, tu as perdu. Tu as perdu. Si ton drone il casse. Hein, voilà. Donc, mais par contre, au niveau de l'efficience, de l'aérodynamie, on est au-dessus, quoi. Disons que pour l'instant, ça travaille beaucoup sur le poids. Après, il y a certaines drones qui sortent avec des canopies. Je trouve ça déjà, c'est très bien. Je trouve ça que c'est très beau, tu vois. Donc après, pour le flux d'air et tout, ça peut être pas mal.
Et là, du coup, tu as senti une petite différence au niveau de l'épaisseur des bras, le fait que ce soit plus fin et le gain de poids? C'est surtout le gain de poids. Surtout le gain de poids. Disons que j'ai moins d'inertie dans les virages. C'est-à-dire quand tu fais par exemple, un retournement, que tu arrives par-dessus une grille, que tu retournes dedans, mais là, le drone il part beaucoup moins loin. D'accord, oui. Il fait quand même 70 grammes de moins, tu vois. C'est énorme. Je ne sais pas comment il a fait pour économiser autant, parce que c'est énorme. c'est énorme. C'est sûr. Et là, après, c'est un châssis, une plate. Alors, je vais me permettre de le prendre. Vas-y. Il est quand même en détachable, c'est-à-dire que chaque bras il est remplaçable. Ouais, justement, c'est pour la casse qu'on a fait ça. Voilà, donc si tu fais une monoplate, si tu casses, tu peux changer directement, quoi. Tu changes ton bras, il suffit que tu aies le moteur avec le essai déjà soudé en course, par exemple. Tu as juste à changer ton bras, clac, clac, terminé, quoi. Tu vois, D'accord, oui, c'est pas mal ça. Ouais. Et d'accord, ouais, 70 grammes par rapport à ton ancien châssis, effectivement, ça a dû te faire une énorme différence. Ah oui, complètement. Et là, tu tournes avec quoi comme lipo sur cet comme engin? lipo, là, je tourne avec des tatous en 1550 75C à l'heure actuelle. D'accord. Et j'ai des 1800 aussi, pareil, en tatou. Hein. Donc, 1800 et c'est pas trop lourd pour... Non, mais après ça dépend, parce que moi, en ayant les moteurs en 2006 quand même, vu la vitesse où on commence à voler, ça tire. Oui, c'est quasiment full gaz. Hein. Ça tire, voilà. Donc si tu as des fois, selon les circuits où on est allé, si tu n'avais pas une 1008, tu ne pouvais pas faire les 3 tours. Ah ouais, à ce moment-là. Même des fois avec une 1008, tu arrivais vraiment limite. Parce que quand tu as des circuits, bon maintenant... Avec des tours à combien en chrono? Des tours, tu as des tours, aller en 20, quand on est allé en Suisse, en Italie, c'était des tours en 28 secondes. Donc 1 minute 30 d'autonomie avec des 1008. Disons que si avec des 1005, 1008 ou 1005. Voilà, disons que si tu as des bouts droits, il y a beaucoup en France, on avait des circuits comme ça, bon ça commence à changer, mais les circuits qu'on a fait à l'étranger, il n'y a plus de circuits où tu as de gros bouts droits. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, il y a de moins en moins. Il n'y a aucun intérêt. C'est vrai que je ne sais pas si tu as remarqué, les circuits sont devenus de plus en plus techniques. On est passé chez les circuits de bourrin à des circuits beaucoup plus techniques. C'est obligé parce que comme le niveau monte, il y a de plus en plus de bons pilotes. Et pour voir vraiment ceux qui sont au-dessus, c'est pas sur un bout droit que tu vas le voir. Oui, c'est effectivement. sur les enchaînements, des trucs comme ça. Le mec, il est propre. C'est pas faire un bout droit de 300 mètres à fond, un virage et repartir en bout droit. Tu vois, après, c'est du dragster. Voilà, il n'y a aucun intérêt. Donc c'est pour ça que les circuits vont aller de plus en plus techniques pour justement faire la différence entre les super pilotes, les bons pilotes et les autres. Tu vois. C'est ce qui fera la différence, à mon avis, dans les races. Donc c'est pour ça que tu t'es entraîné au 130 à mort, c'est parce que du coup ça t'a un petit peu aussi... Non, en fait le 130 je connaissais pas du tout et j'en ai pris un parce qu'on est allé faire la course de Toulouse. Donc tu t'es vachement entraîné et donc je suis venu un soir pour l'entraînement. Et effectivement je trouve que tu es impressionnant sur les petits circuits que tu avais. Disons que le circuit de Yann on s'attendait à plus petit, il était vraiment plus grand, nous on tournait par ici là. C'est les 3 heures de raf. C'est tout mal vers lui. Attention. Ça se voit que c'est pas les 250, on fait moins gaffe. On a fait le circuit sur la terrasse. Donc c'était vraiment un petit circuit technique, machin. Voilà. Ça t'apprend vraiment il vaut mieux être technique et après être plus grand qu'être trop grand et après devenir technique. C'est ça, exactement. Mais effectivement, c'est vrai que qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs de ce circuit à Toulouse? C'était génial, l'organisation parfaite. Ouais. Yann a super bien géré. De toute manière, quand il y a un bon chef d'orchestre, ça roule. Voilà. Yann, il avait fait un boulot de fou, c'était super. En plus, il y a un monde de malades dans le salon, on vole au-dessus. Son histoire d'avoir sur 2 niveaux, c'était vraiment parfait. C'était super, hein. Moi j'ai trouvé ça top. Et puis les filets, du coup les gens pouvaient le voir par-dessous. Ça change de d'habitude, on voit toujours les courses de loin. Puis là, les gens pouvaient le voir à quelques mètres. Donc c'est super pratique. C'était vraiment parfait. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est qu'ils avaient mis un grand écran. Et c'est que sur la fin, ils ont pu envoyer les DVR dessus des pilotes qui
qui pilotait en course. D'accord. Mais bon, ça donnait une image pas terrible. Bon, après, c'est sûr qu'avec la HD, on va lever tous ces problèmes de glitch parce que là, il y avait quand même, Oui. des glitches et tout ça. Bah, la technologie va évoluer, Voilà, donc c'est ça, avec la HD, on va se retrouver avec une image parfaite. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui vient voir, qui n'a jamais vu ça. il comprend pas pourquoi on est en vol avec des si mauvaises qualités, Voilà, c'est ça, avec il des sait glitches. comment ils font, alors que s'il a une image propre, c'est plus visuel, C'est ça. c'est sympa et tout. Pour les gens, en fait, quand on pilote, ils voient ce qu'on arrive à filmer dans les vidéos avec les GoPro. Mais en réalité, non, on voit pas ça, donc du coup... Voilà, ça serait bien qu'on voie ça, mais c'est le... Bah, il y a Connex qui essaye. Le tarif Connex, c'est encore un peu... C'est encore, cher, ils ont je baissé. trouve. Bah, après, il faut que ça fasse avancer les choses, donc c'est bien, voilà, ils se lancent. Ça fait avancer, donc, mais de toute manière, on y viendra tous à l'HD, hein. Ça c'est sûr. Bah, j'espère bien. Non, mais on y viendra tous à voler en HD parce que il y a une différence énorme de qualité, il n'y a pas photo. Hein. Donc oui, c'est pas encore au point, mais ça va le devenir. Ouais, mais par la force des choses. Là, dans l'année 2017, à mon avis... Je pense qu'il y a des choses qui vont sortir, qui vont commencer à vraiment se clarifier dessus. Ça, et points de vue tarifs qui seront plus abordables pour tout le monde. Quoi. Oui. Parce que là, quand tu sors quand même 600 ou 700 euros, bon... Voilà. Ouais, en sachant que ça peut être du consommable aussi. C'est ça, tu casses une caméra, c'est 115 euros ou un truc comme ça, tu vois, ça commence à faire mal. Ça fait mal, ouais. Après, c'est normal, hein, il faut vendre beaucoup pour pouvoir baisser les tarifs. Ça, c'est le début. Voilà, c'est normal. C'est vrai que je te dis 2017, ça va être la transition, à mon avis. Ça. Et vraiment, la saison qui va vraiment partir, pour moi, à mon avis, c'est 2018. Ouais. 2018, parce que là, tout le monde va essayer de faire un peu des races de son côté, voir un petit peu, prendre des idées de chacun, mais c'est ce qu'il faut faire. Hein. Et après 2018, vraiment mettre un championnat bien en place. J'espère que la FFM va répondre présent là-dessus. Mais bon, on verra. De toute manière, ils ont intérêt, parce que vu la vitesse où ça bouge, si c'est pas eux, ça va être d'autres. Exactement. Comme certaines ligues aux États-Unis commencent à faire, tout ça. Oui, tu vois, effectivement. donc, non, ça c'est top. Ça prend une ampleur de folie. Exactement. Voilà. Du coup, je rebondis sur le fait qu'on est donc en novembre. Tu es venu il y a quelques jours sur notre petit événement d'Halloween. Ouais. Ça m'a fait plaisir parce que, alors savoir qu'en fait, donc Taz, on l'a connu il y a maintenant un an. C'est toi qui avais fait ça à Marseille. Et oui. Ouais. Donc en fait, comme vous avez pu le voir en image, donc Taz en fait est venu sur le premier événement qu'on avait fait Halloween. Alors pas le premier événement, mais le premier événement Halloween, donc il y a un an. Et depuis, tu t'es mis au drone à fond et tu as pris un level de malade depuis. Ben, c'est ce que quand je suis arrivé, que je vous ai vu tout ça. Bon, moi j'étais bien les jeux vidéo, ça m'a toujours plu, tu vois. Ah, donc comme tout le monde. là, quand j'ai vu ça, que les mecs ils mettaient un casque sur la tête, ils avaient l'image, ils étaient comme ça. En fait, ça me fait trop penser au jeu. Oui. Et en plus, tu es dans la nature et tout, c'est génial. Ah, c'est ça. Après, quand j'ai essayé, j'avais pas de drone quand je suis venu vous voir. Hein. Et je crois, oui, tu t'es venu les mains dans les poches et tu avais vu, on avait mis des écrans pour que les gens puissent voir. Voilà, on avait fait, je me rappelle, 2 circuits. Dans les bois. Un dans les bois et un grand. Il y avait Raph aussi à l'époque. Nico, la team Mistral. Voilà. Et il y avait pas mal de monde. Il y avait les Killer of Prop aussi. Donc bonjour aux Killer of Prop en passant. Et oui, effectivement, donc du coup, ça m'a fait plaisir que tu reviennes là il y a quelques jours sur notre événement parce qu'il fallait que tu y sois. Hein. Ouais. Comme Anto, c'est pareil. Anthony, Anto FPV, pareil. Il a commencé en même temps que moi. Il a commencé en même temps, mais il est venu aussi la première fois, on l'a vu, c'était sur cet événement-là. C'est là où je l'ai rencontré, Manto. Voilà, exactement. Le départ de tout ça. C'est là que j'ai rencontré Bertrand de la Team Joker. Je ne sais plus trop ce qu'ils deviennent, je ne sais pas. Ouais, il faudrait prendre des nouvelles. Mais voilà, c'est là où j'ai rencontré tout le monde, quoi, en fait. Du coup, après, il faut s'envoyer là-dedans, quoi. Moi, je suis compétiteur, j'ai toujours fait la compétition toute ma vie. Et là, je retrouve les sensations de gamin, quoi, tu vois. De gamin, ouais, c'était... Au billard, moi j'ai arrêté le billard, je suis professionnel du billard, j'ai arrêté parce que j'avais plus l'envie de gagner, plus... Tu en avais fait pendant combien de temps du billard aussi? 15 ans. J'ai navigué dans toute la France, un peu l'Europe. C'est quoi tes titres? Je suis vice-champion du monde, champion d'Europe, plusieurs fois champion de France. D'accord. Et donc j'en avais marre des kilomètres, tu vois. Même si c'était en train et des fois en avion, mais bon, après, j'en avais marre de sillonner. J'avais plus cette envie de gagner. T'avais plus la niaque. Non. Et ça, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé les sensations que j'avais eues en fait. Quand j'étais plus jeune, que je jouais au billard, quand tu arrives dans un tournoi, que tu as les dents qui poussent, tu vois, tu as envie de montrer, tu vois, qui c'est le meilleur, tu vois. Mais là, je retrouve cette sensation-là. Cet esprit de compétiteur. L'esprit de compétition, envie de voler fort, de faire partie des meilleurs. Ouais, c'est ce que j'ai envie de faire de toute manière. Quoi qu'il en soit, je vais m'entraîner pour ça. Et tu as raison, parce que du coup, dans les pilotes français, tu commences à monter fort en niveau là. Hein, écoute, je sais pas, je pense que moi, il faut dire que si je vole avec certains qui volent assez vite quand même, tu vois. Oui, parce que alors du coup, ils volent avec des personnes pas trop connues. Ouais. Alors cite-moi les noms parce que je ne me rappelle pas trop, ils ont des noms pas très connus. Un petit jeune, il y a Duncan Bossion, un petit jeune qui commence, qui taquine un peu l'hélico.
qui petit volent peu. pas mal. Ouais, voilà. Ouais. Après, tu as Sartorius qui revient d'Hawaï, qui a fait 4e au championnat du monde. Voilà, donc Il a fait des gros résultats aussi à Madrid, quand il y avait la team Tornado X-Blade, quand il y avait Banu, il a fait 4e quand même. aussi. Donc, vraiment gros pilote. Bon, après, derrière, tu as Raph qui commençait vraiment à voler de mieux en mieux. Il était un peu en dessous, mais là, vraiment, depuis quelques temps, là, il a pris un peu plus confiance. Il a pris un bon level. Hein. Ouais, il a pris un peu plus confiance, Ouais. il commence à voler vraiment très bien. Et voilà quoi, en fait je vole beaucoup avec Duncan, Sarto, Raph, on est tous les quatre quoi. Tous les quatre. Duncan il vient quand il est là quoi, parce que souvent il est en déplacement. Ouais. Là ce week-end il était en Corée. Oui. Ouais, il a frappé je crois en quart ou en demi, un truc comme ça. Ah, donc, ça arrive. Ouais. Donc ça permet de pouvoir progresser assez rapidement quand tu voles avec des types comme ça. Eh oui, bah forcément. Bon, en plus, comme tu sais que nous, dans la région, on n'est pas trop des brancheurs, tu vois ce que je veux te dire. Non, c'est vrai que voilà, ça aide. Il faut avouer que ça aide de voler. Alors, c'est bien de voler avec des débutants, etc. Ça permet aux débutants de progresser. Mais si nous, on veut progresser, il faut voler avec des gens qui sont au-dessus de nous pour pouvoir avoir la niaque. Parce que quand on se fait doubler, on accélère. C'est dans tous les sports, ça, en fait. C'est ça. Si tu t'entraînes avec plus fort, obligatoirement, tu progresses. Après, moi, comme je te dis, j'ai commencé à voler avec la team Mistral. Avec la team Mistral, Chris et Raph, il y avait Nico. C'est eux qui m'ont appris plus ou moins à voler au départ. Hein. Bon, après, j'ai rencontré Benoît, ça volait déjà encore plus vite qu'eux. Ouais. Bon, après, il y a Duncan qui s'est greffé avec nous. Et là ça volait encore plus vite. Là, maintenant, c'est parfait, quoi, tu vois. Ça... Effectivement. Ouais. Donc, pour prendre du level, il n'y a pas mieux. C'est ça. Il n'y a pas mieux, quoi. Et puis là où c'est le top, c'est que du coup, chez toi, tu as la place pour t'entraîner. Ah ouais, là, tu fais combien de vols par semaine? Ben, ça dépend en fait, ça dépend déjà le temps. En moyenne, en moyenne, on vole au moins 3 fois par semaine, au moins. 3 fois par semaine? Ouais, au moins. Bon, après, il y a des jours, il y a eu quelques temps, par exemple cet été, là, on volait tous les jours. Oui, mais ça je m'en rappelle. Ouais, tous les jours, matin et soir, tu rechargeais direct. Voilà, mais t'as pris un bon, t'as fait un bon. Après, il faut voler. C'est ça, de toute façon, c'est en mouchant qu'on devient moucheron. Voilà. Donc, Après, tu as des machines différentes, comme je sais pas si du Raceball, tu as au RS200. Donc tu as déjà 70 grammes de moins, donc il faut se réadapter parce que quand tu accélères, la réaction du drone, c'est pas la même, tu vois. Tu as 70 grammes de moins, c'est énorme, vu que là, ça se joue à coups de grammes. C'est énorme. Ouais, donc, déjà, quand on parle déjà de 20 ou 30 grammes, c'est énorme. Alors 70 grammes, c'est la lune. Voilà. Ben moi, quand je me tirais la bourre avec Duncan, Sarto, je vois, ils ont des drones qui tournaient à 300, 290, 300 grammes. Moi, j'étais à 370. Ben, je voyais à l'accélération, même si on se tu avais de l'inertie derrière. Si on se collait bien, à l'accélération, sortie du virage, sortie de gate, au retournement, hop là, je voyais qu'ils partaient comme un lance-pierre. Alors que moi, il fallait un certain temps. Ça partait quand même, tu vois. Oui. Mais tu voyais, il y avait vraiment une différence. C'est en vol que tu voyais vraiment la différence. Ouais, en vol, de suite à l'accélération. Quand tu mets full, on mettait full, ça m'est arrivé plusieurs fois avec Duncan de mettre full en même temps que lui, et de voir, comme s'il partait comme un lance-pierre. Il avait 50 grammes de moins, mais c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. À un moment donné, quand ça commence à piloter, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Ok. Et du coup, tes projets pour 2017? Ben écoute, mes projets pour 2017, c'est je sais pas s'il va y avoir un championnat français, je sais pas encore comment ça va se passer. Donc... C'est vrai que c'est assez flou sur ce qui va se passer. Alors il y a pas mal de gens, alors c'est vrai que moi j'entends à droite à gauche qu'il y a pas mal de gens qui sont motivés pour faire des races, donc un peu à droite, dans des indoors en extérieur, en 130 en taille 5 pouces. Mais c'est vrai qu'il y a pas un calendrier qui est défini, on ne sait pas ce qui va se faire et pas se faire. Mais non, la FIFA ne communique pas trop là-dessus, donc ça serait bien qu'ils commencent à se positionner, parce que comme je te dis, il y en a d'autres qui vont le faire autrement. Hein. Oui, et s'ils laissent passer le coche, l'hélico, plus ça va et au moins il y en a. J'avoue que là je ne suis pas du tout du domaine, mais je vais bien imaginer. Ça va, de toute manière le modélisme, moi je ne connaissais pas avant, hein. J'ai toujours connu l'hélico, mais bon pour moi c'était inaccessible point de vue tarif, et après il fallait avoir quand même un certain niveau, alors que si tu craches en hélico, de suite ça te coûtait... ah ouais, c'est très cher. Et là, il faut qu'ils prennent vraiment la vague du drone parce que ça attaque le grand public et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir rebondir, et tu vois. C'est ça. Et puis la DRL apparemment, ou la DR1, je confonds toujours un peu, je crois que c'est la DRL qui va venir en Europe. Ils sont en partenariat avec Eurosport, je crois. C'est ça. Donc quand il y a les médias comme ça qui commencent à s'y intéresser, ça va être super intéressant parce que ça va passer au niveau professionnel. C'est ça. Ce qui veut dire au niveau professionnel veut dire de l'argent. Tu vois, et du public surtout, parce que c'est ça qu'on manque un petit peu quand même dans le milieu du drone, c'est qu'on est un peu trop encore refermé. On a à peu près, on a estimé, alors de notre côté, on a estimé à plus ou moins 4000 pratiquants de drones de course, entre guillemets, parce qu'après il y a le drone prise de vue, de drones de course en France, à peu près.
Ça, c'est toujours pareil, difficile à dire. Mais du coup, il nous manque en fait l'engouement qu'il y a, par exemple, pour le foot, où il y a tout le monde qui est concerné. Et, disons que moi, à mon avis, ce que je pense, c'est que là, déjà avec la course qu'il y a eu aux Champs-Élysées il n'y a pas longtemps, ça a attiré du on a monde. ouvert une fenêtre sur le monde déjà. C'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas du tout, qui sont arrivés là parce qu'il y avait une foule monstrueuse sur les Champs-Élysées. Et avec Dubaï aussi, Dubaï, ça a fait quand même un gros boom. Hein. Oui, effectivement, Dubaï, ça fait donc, parler. Hein. Et le grand public commence à connaître ces machines, à voir comment ça marche. Parce que tout le monde connaît les drones, mais pas le racer. Bon, après, les gens, il y a un amalgame qui se fait entre les drones, ceux qui vont surveiller le voisin, machin. Oui, c'est des drones rien à voir. C'est des drones de course, donc c'est pas allé pour filmer les gens, on s'en fout. C'est ça. Donc, mais non, ça va venir. Et puis ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il y a 2 jours, je parlais avec un étranger qui me dit Pétard, en France, en Europe, mais notamment en France, vous avez des super pilotes, vous avez vraiment un bon level en Europe. Et ça m'a fait plaisir parce qu'au final, souvent c'est les États-Unis qui nous devancent. Et puis au final, on est bien placé quand même. Disons que point de vue niveau, moi, je pense qu'on est vraiment bien placé. Parce que moi, j'ai fait comme course au niveau international, on a fait Madrid, l'Espagne, l'Italie, la Suisse. Et j'ai vu le niveau international, hein, donc j'ai vu Banuc, j'ai vu tout cela. Donc moi, je pense vraiment que les meilleurs Français sont vraiment là. Ils sont bien placés, ils sont bien placés mondialement. Voilà, ils sont présents. Donc c'est vrai que là, c'est un avantage. On est quand même en devant, donc maintenant il n'y a plus qu'à développer et attirer un peu plus de monde. Disons que c'est le problème de la France, c'est ça le truc. C'est comme à l'époque, c'est nous qu'on a inventé les Minitel, c'est qui a repris tout ça, c'est les Américains. Oui, les Américains ont toujours un train d'avance. Les drones, c'est qui a inventé, c'est les gars de Savoyard, là, voilà, Ergonet. Salut, coucou, merci les gars. Et à la sortie, qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains, ils ont récupéré ça, parce qu'en fait, il y a toujours des investisseurs qui croient au produit, qui investissent, et nous en France, on est un peu frileux. Dès qu'ils commencent à parler un peu d'argent, c'est pas bien vu, machin. C'est vrai. Alors qu'il y a un potentiel énorme, hein, ça plaît. Puis surtout qu'on est dans une ère de la nouvelle technologie, Internet a démocratisé tout ça. Et là, on va avoir des retransmissions en haute qualité. On va pouvoir montrer aux gens en live ce qui se passe. On va pouvoir les faire piloter aussi parce qu'on arrive maintenant à l'initiation et tout ça. Il y a pas mal de petits endroits qui s'ouvrent maintenant. J'ai vu des endroits, alors je ne me rappelle plus des noms, je ne peux pas les citer là comme ça. Mais il y a un projet sur Toulon. Il y a un projet qui est dans notre coin. Et après, il y en a d'autres ailleurs. Je sais qu'il y en a à Paris. Et donc des salles qui vont permettre aux gens de tester les drones. Donc ça c'est super, ça va permettre aux gens de tester. Initier les jeunes et tout, bien sûr, de toute manière, n'importe quel parent, quand ils vont voir, ils vont faire essayer leur gamin un petit drone, franchement entre nous c'est mieux que moi, je préfère mieux que mon gamin s'amuse dans les bois avec des collègues à lui tranquille. Exactement. Ou que de rester sur le canapé à jouer à la play. C'est ça, maintenant c'est en fait les geeks sont passés dehors avec les drones. C'est pour ça, parce que vu quand tu vois l'e-sport, l'ampleur que ça prend depuis des années, c'est vrai. Tu as des joueurs professionnels qui jouent aux jeux vidéo, qui les mecs qui gagnent 5 ou 10 000 euros par mois. Oui. Donc ces gens-là, c'est j'ai cru comprendre qu'en Corée, dans certains pays asiatiques, c'est le sport national. Ah ben c'est phénoménal, c'est un truc de fou. Bon, comme je jouais beaucoup, c'est pour ça que je suis bien placé, je sais ce que c'était. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de geeks qui vont se retrouver là-dedans quand ils vont essayer. Mais c'est le cas. Avec des genres de manettes comme ça, qui sont vraiment plus petites, qui vont être accès aux joueurs de console. Et là, effectivement, ils vont là, on a leur marque, tu vois. Effectivement, on a une radio maintenant, on a des radios qui sont similaires à celles des jeux vidéo. Ouais, donc là, les geeks, effectivement, ils vont se retrouver à « Ah putain, je retrouve mes sensations de la Xbox ou de la Play. » Et après, les sensations, c'est pas les mêmes non plus. Quand tu sais, finalement, quand tu avais un hélicoptère dans GTA V et que tu prends un drone, ça se comporte de la même façon. Après, là, le truc là, c'est que quand tu frappes, tu n'appuies pas sur replay. Tu vois, tu te lèves, tac, 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 et tu vois. Et là, le mode, et voilà. Alors, c'est feignant sans être feignant maintenant, parce qu'il faut aller chercher, il faut réparer. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'au final, on se retrouve à réfléchir aussi pour les machines, le setup, comment le régler. Donc, ça fait forcer le cerveau. Donc, voilà, si vous êtes des parents et que vous avez des enfants qui veulent s'y mettre, c'est très très bien parce que c'est complet comme sport. Parce que ça fait sortir, ça fait rencontrer des gens. Et puis, voilà, ça fait réfléchir. C'est un sport de l'avenir, de toute manière. Et c'est un sport d'avenir. Bani UK, il s'est fait $250 000. Voilà, c'est ça. C'est le sport d'avenir. De toute manière, quand tu regardes Star Wars, la course de pod, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je pense que de toute manière, il parlait de chiffre d'affaires de je ne sais pas combien de millions d'ici 2020, que ça allait approcher le chiffre d'affaires. Déjà, le nombre de drones qu'ils ont vendus en France, c'est déjà astronomique. C'est hallucinant. C'est astronomique. Et encore, c'est des chiffres de 2015 que j'ai eu. J'ai pas eu les chiffres 2016, mais ils vont être
un truc de fou. Surtout qu'il y a beaucoup de consommables là-dessus, donc obligatoirement. Alors là, ouais, les vendeurs, ils se font une joie avec les hélices qu'on bouffe. Dès qu'on les casse, on les change de suite et on les casse quasiment presque chaque vol. Ouais, Donc quand on s'entraîne fort. ouais. Mais bon, après, ça peut rester abordable. Je veux dire, pour un prix d'à peu près 1000 €, on peut se faire un bon setup. Ouais, ouais. Avec Gros, ce qu'il tu peux avoir faut. quand même un Un bon radio, setup, lunettes, voilà, tout ça, quelque ouais. chose d'assez abordable. Oui, Donc mais il ne gros, faut tu pas croire Tu que. commences à avoir quelque chose de sympa. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec une hélico que tu vas payer 3000 €. Hein. Exactement. Non, non, ça c'est Voilà. Et puis l'hélico, c'est quand même plus technique finalement que. Enfin, oui, non. sûr. C'est oui, technique. Un drone oui. comme ça, pour dire à peu près monter comme il est là, ça doit coûter dans les 400 € à peu près. Ouais. Donc 400 €, vu le plaisir que j'y prends, je vais te dire. Tu les mets. C'est pas photo quoi. D'accord. Bon, ben, c'est bon signe. Voilà. Voilà, zigogne en force. Voilà. Et bon, on va terminer sur ça du coup. Et puis voilà. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de le premier J'irai voler chez vous, donc avec Pablo, je vous invite à aller le regarder. Donc voilà, Pablo que je vais voir bientôt dans la semaine là. Et puis voilà, donc allez liker la page, le Facebook de notre ami Taz et sa page YouTube. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour chez Zigogne, donc sur son store, donc l'adresse. Ben, l'adresse c'est shop.zigogne.fr. Voilà. Ou .com, un truc comme ça. Vous tapez Zigogne, vous trouverez. Vous tapez Zigogne, shop Zigogne, vous allez trouver, vous allez voir. Voilà. Ils sont de partout sur Facebook. Exactement. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis à la prochaine. Ciao les gars, à plus sur les terrains.